Et donc, écoutez, bienvenue pour cette conférence et cette projection, en fait, qui va intéresser donc, les syllogismes d'Aristote. Donc, merci d'être venu. Oui, je vais parler plus fort. En première lieu, je voudrais remercier, puisque là, évidemment, même si je suis le capitaine à bord du bateau et qu'on tient le cap, il y a quand même deux marins exceptionnels. Marins, ça commence par Ma, et je voudrais vraiment remercier Martine et Maria, parce qu'elles ont fait un gros travail pour essayer. Merci pour elles, parce qu'évidemment, vraiment, je ne peux pas faire. En fait, je serais tout seul à bord, le bateau n'avancerait pas beaucoup, et heureusement que je suis bien accompagné. Alors aujourd'hui, vous auriez pu aller prendre un punch sur une terrasse, il fait beau, et vous êtes venu voir un vaccin contre les sophismes. Et ben bravo, j'espère qu'il va en sortir quelque chose de positif. Et donc, voilà, j'ai laissé cette première diapositive comme entrée de la conférence. Je voulais, comme à mon habitude, j'aime bien dédier mes conférences à des personnalités en particulier qui correspondent soit à l'actualité immédiate, soit à des renvois à des périodes beaucoup plus lointaines dans le temps. Et c'est vrai que là, je pensais à Antoine de Saint-Exupéry, et notamment, vous savez qu'il avait ce fameux dessin avec le mouton, et là on est vraiment entré dans une période où on aimerait bien dessiner plutôt des lions que des moutons. Et il y avait une deuxième personnalité que je voulais référencer, c'est Oscar Wilde. Parce qu'en réalité, je vais essayer de développer, alors il y en a qui pourront peut-être pas rester assez longtemps malheureusement, vu le retard qu'on a pris, j'espère que vous pourrez rester jusqu'au bout. En fait, ça a été un premier point d'appui, cette phrase, je la trouve vraiment forte, elle est courte. C'est une citation d'Oscar Wilde qui est extrait de son livre « Les ailes du paradoxe », et en fait qui place en parallèle la définition de la vérité et du paradoxe. Donc, je sais pas, je pense qu'on arrive à lire de mieux en mieux, mais je vais quand même le lire aussi. Le chemin de la vérité est celui du paradoxe. Pour l'éprouver, il faut la contempler sur la corde raide. Quand la vérité devient acrobate, nous pouvons la juger. C'est-à-dire que ça nous permet quand même d'installer le simple principe de paradoxe. Le paradoxe qui va être très présent, dans la suite de l'exposé, et notamment, puisque je vais en particulier exposer cette fameuse théorie, mais alors de façon très succincte, du syllogisme paradoxal que j'ai créé, que j'ai inventé en 2017. Je croyais que c'était en 2017, mais en reconstituant ma base de diapositives, je vois que j'ai commencé en fin novembre 2016. Alors en fait, il y a deux piliers. On va revenir sur la page d'accueil. Là, je pense que les parties bleues, c'est pas grave, je vais vous les citer. Je pense qu'on voit qu'il y a, dans cette première partie, on va parler d'Aristote, mais de façon assez elliptique. Il ne s'agit pas de retracer l'œuvre d'Aristote, mais les syllogismes d'Aristote sont un premier pilier nécessaire dans l'architecture qui permet de constituer les syllogismes paradoxaux. Alors on va essayer de parcourir un peu la biographie d'Aristote, au moins avoir quelques repères. Bon, le situer donc entre 384 et 322 avant l'ère commune. Aristote a été un élève de Platon, et il est surtout connu pour une œuvre prodigieuse. Vraiment, on peut dire qu'à son époque, c'est un des philosophes qui a le plus produit d'œuvres littéraires qui ont été rassemblées notamment dans un énorme fascicule, on peut dire, qui s'appelle l'Organon. Donc, c'est plus de 100 récits littéraires, Aristote, et c'est pourquoi on l'appelle bien souvent vraiment le philosophe de l'Antiquité, notamment parce que la puissance de son exposé sur les syllogismes a aussi donné, en continuité, jusqu'au Moyen-Âge avec la scolastique, qui a rapproché la métaphysique d'Aristote avec l'épistémologie chrétienne, pour faire très court, et son influence a été même jusqu'à la Renaissance, et puis encore aujourd'hui, quoi. Et je dirais que ce soir, parce qu'on peut dire, j'ai l'impression, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu vraiment relancer cette dynamique que moi j'avais fait absolument tout seul dans mon coin sans chercher de perspective en 2016-2017, et aujourd'hui j'en ai parlé il y a 3-4 mois à des personnes les plus proches. Il m'a semblé qu'il y avait vraiment presque, j'ai envie de dire, une urgence,
puisqu'il y a une telle avalanche de sophismes, d'anomalies, de mensonges, de supercheries, que je n'ai pas trouvé de meilleure réponse que les syllogismes d'Aristote. Alors, on va rentrer un peu plus dans le dur, et je dirais, évidemment, on ne peut pas se permettre de parcourir toute l'œuvre d'Aristote. On va prendre la partie qui nous intéresse le plus, qui a une incidence directe sur les syllogismes. Ce sont les traités de l'interprétation et surtout les premiers analytiques. C'est là qu'on va retrouver tout l'exposé des syllogismes. Voilà. Et on peut ajouter sur Aristote, on peut dire énormément de choses, mais on peut déjà rentrer dans la structure d'un syllogisme, et je vous montrerai des diapositives encore plus parlantes. Il faut savoir, donc ne vous inquiétez pas, mais pour l'instant juste savoir qu'un syllogisme d'Aristote, c'est une composition de 3 assertions, une majeure, une mineure et une conclusion. Alors, une mineure qui sert d'intermédiaire à introduire la conclusion, et évidemment il y a de célèbres syllogismes qui fixent bien les idées. Tout le monde connaît les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Voilà un exemple de syllogisme qu'on appelle d'ailleurs de la forme universelle. Pardon. Est-ce que ça a un rapport quelconque par la suite avec le type d'enseignement que l'on a reçu en études littéraires, thèse, antithèse, synthèse, ou non, c'est une autre démarche? C'est une autre démarche, mais effectivement, ça fait partie un peu de ce que j'appelle mes maîtres, George William Friedrich Hegel, qui lui a cette vision toujours triptyque avec thèse, antithèse, synthèse, où la synthèse devient elle-même un nouveau domaine de thèse qui permet de construire l'avenir. C'est-à-dire que c'est une vaste théorie qui est condensée dans la phénoménologie de l'esprit, dans laquelle, en fait, chaque étape de l'histoire est ingérée par une série d'actions et de contradictions, ou d'actions et de contractions, qui elles-mêmes aboutissent à une nouvelle synthèse qui produit la continuité de l'histoire. Bon, je ne peux pas plus développer. Mais en tout cas, non, enfin, c'est pas exactement la même construction. Merci. Alors, ce qui est intéressant de savoir, mais c'est pareil dans les grandes lignes, c'est qu'il y a en réalité 5 formes de raisonnement. Ce que j'appelle le raisonnement de Chrysippe, qui ont été bâtis entre 280 et 204 avant Jésus-Christ. Là encore, on va réduire le circuit pour se concentrer sur ce qui va être utile pour ce soir. C'est uniquement ce qu'on appelle les syllogismes. Alors, une qui va être contente dans la salle, on les appelle les syllogismes en Barbara, parce qu'il y a 3 affirmatives de suite. Quand il y a 3 affirmations de suite, soit on a les universelles affirmatives, on va le voir dans la diapositive suivante, soit les particulières affirmatives. Nous, en fait, on va se concentrer, on va se limiter ce soir à uniquement les syllogismes de la forme AAA, 3 affirmations consécutives. Par exemple, ici, vous voyez, c'est le premier niveau. Si le premier est le second, or le premier, donc le second. Ça, c'est la théorie. Mais en vérité, dans le langage courant, on fait sans arrêt des syllogismes sans le savoir. Si le soleil est là, c'est le jour. Or, très important le mot, la coordination, or le soleil est là, donc c'est le jour. Donc c'est la même construction qu'avec tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Alors, on ne va pas s'étendre sur les 5 parce que déjà qu'on a beaucoup de retard, et puis on va se concentrer sur ce qui est utile pour notre exposé. Et quand même, j'ajouterai sur Aristote, parce que c'est quand même une sacrée personnalité de l'Antiquité, on peut même dire qu'il a posé quasiment les bases et les fondations de la logique. La logique booléenne, il y a des mathématiciens dans la salle, l'algèbre de Boole, quasiment, il faut voir que par ces 5 syllogismes, je les remets rapidement, par ces 5 formes de raisonnement, il bâtit déjà quasiment ce qui donne naissance plus tard, bien plus tard, des siècles plus tard, aux tables de vérité, à l'algèbre de Boole. Voilà. On ne va pas s'étendre plus là-dessus, et qui sont eux-mêmes d'ailleurs les précurseurs de la logique binaire et de l'informatique, avec le 0 associé au faux et le 1 associé au vrai. Donc ça va très loin, on est avec l'époque d'Aristote, on est quasiment à la naissance de l'informatique, si on veut regarder les choses de façon complètement détachée. Voilà. Oui, là ça fait partie des conséquences plus négatives. Mais encore que, bon, ce sera un autre débat, dans le QR code, on peut faire aussi des choses très positives, c'est l'usage qu'on en fait qui est épouvantable, mais certains usages. Donc voilà, je vous en avais un petit peu parlé.
les catégories A, E, I, O. On va utiliser uniquement les universels affirmatifs ce soir. Tout X est Y. Avec donc, bien avoir à l'esprit ces trois assertions, majeur, mineur, conclusion. Et on reprend l'exemple le plus connu de tous, avec les hommes sont mortels. Ici, c'est plus Socrate, c'est les Grecs. Mais vous avez bien compris le cheminement logique. Alors, ça, c'était le premier pilier qui me sert à bâtir les syllogismes paradoxaux. Il y a un deuxième pilier tout aussi important, et qui est beaucoup plus facile d'appréhension, je dirais, c'est le raisonnement par l'absurde. Le raisonnement par l'absurde, bon, certains peut-être ici ont des vagues souvenirs de leurs études au lycée. Ça se construit, je donnerai des exemples pour que ce soit concret, pour que ce soit, j'espère, le plus clair possible. Deux exemples très, très importants et très courants qui illustrent bien le raisonnement par l'absurde. Le raisonnement par l'absurde, c'est de poser toujours trois assertions, une hypothèse qu'on suspecte fausse, mais on va commencer par dire que cette hypothèse, et on la pose, même si on va démontrer qu'elle est fausse. Cette hypothèse, elle entraîne une conséquence qui elle-même engendre une conclusion qui est en parfaite contradiction avec l'hypothèse posée. Ça va être beaucoup plus clair avec un exemple très simple. Le chiffre 0 n'a pas d'inverse. Donc un petit rappel, l'inverse d'un chiffre, l'inverse de 3 c'est un tiers, l'inverse de 4 c'est un quart, et un chiffre et son inverse ont une propriété, c'est-à-dire que le produit des deux, ça fait 1. 3 fois un tiers, ça fait 1. 4 fois un quart, ça fait 1. Donc comment on démontre par l'absurde que 0 n'a pas d'inverse? On commence par poser l'hypothèse, si 0 a un inverse, et on va lui donner un nom, appelons-le petit a. Or, comme on vient de dire, rappelez ce que c'est que le rapport entre un inverse et le chiffre lui-même, le produit des deux doit être égal à 1. Eh bien, faisons le produit de 0 par son inverse, par petit a, 0 fois petit a, comme 0 fois n'importe quel nombre, ça fait 0. Donc 0 fois petit a ne fait pas 1, qui était la condition nécessaire pour accepter un inverse. Donc, il n'existe pas d'inverse au chiffre 0. Alors, si on veut consolider avec les deux exemples les plus simples qui appuient la démonstration par l'absurde, c'est le fait que dans l'ensemble des nombres entiers, il n'existe pas un nombre qui soit plus grand que tous les autres. Commençons par faire l'hypothèse inverse, l'hypothèse par l'absurde, si il existe, et appelons-le grand N. Il existe un nombre entier plus grand que tous les autres, très bien. Alors ajoutons 1 à grand N, on obtient un nouveau chiffre ou nombre qui s'appelle N' par exemple, et qui vaut N plus 1. Tout le monde est d'accord pour dire que N plus 1 est plus grand que N. Donc on arrive à une contradiction. On est parti d'une hypothèse qu'il n'y avait pas de plus grand nombre, et on arrive à la conclusion que c'est impossible. Il n'existe donc pas de plus grand nombre. Alors je reviens ici, le raisonnement par l'absurde, le raisonnement basique. Alors, ça c'est une première. Je vais naviguer en fait dans mes navigos et puis dans mes diapositives, pardon. Et en fait, j'ai articulé un peu différemment. J'ai pensé qu'on va d'abord régler la question des syllogismes et des paralogismes avant de rentrer vraiment dans le cœur des syllogismes. On va d'abord regarder les sophismes et les paralogismes. Parce qu'en fait, paradoxalement, je dirais, par rapport à la situation qu'on traverse, les sophismes ont fait beaucoup de mal, je pense. Alors les sophismes, ce qui est intéressant avec le sophisme, c'est que c'est aussi un réflexe naturel, c'est-à-dire tous, au temps du collège, on a fait des sophismes, on a eu des copains ou des ennemis, on a dit « Ah ben si t'es pas mon copain, t'es mon ennemi ». C'est déjà un sophisme. Et ça, c'est acceptable au niveau de l'enfance. Si ce n'est pas ton ami, c'est ton ennemi. Maintenant, quand c'est fait par des adultes en responsabilité des fonctions politiques, ça nous a donné pendant la guerre d'Irak, mais c'est exactement du même calibre. Si vous êtes contre l'intervention américaine en Irak, vous êtes pour les terroristes. C'est exactement la même construction. Et beaucoup plus grave, j'ai essayé de faire l'inventaire de ceux qui me paraissaient les plus dramatiques. Moi j'ai le souvenir de ce fameux camion qui circulait dans les rues de Paris avec Skyrock, très jeune, très branché, qui affichait si vous êtes contre le vaccin, vous êtes pour le virus.
Et ça, c'est vraiment dégueulasse. Dégueulasse parce que ça s'adresse à une population d'enfants, d'adolescents qui n'ont pas encore forcément la maturité, la construction, l'élaboration logique, la construction du logos, qui sont plus dans l'émotif, le sensible. Et ça, c'était vraiment, excusez-moi, j'ai pas d'autres mots, dégueulasse. Et on a actuellement, il ne faut pas aller chercher aussi loin dans le temps, si vous n'applaudissez pas des deux mains le génocide à Gaza, vous êtes antisémite. Ça, c'est automatique. Eh bien, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec le syllogisme qu'on pratiquait à l'école, bon an, mal an, avec les petits copains, parce qu'on n'était pas tout à fait copains avec tout le monde. Et aussitôt, si tu n'étais pas un ami, tu étais un ennemi, quoi. Aujourd'hui, bon, j'en mets 2-3 en série. C'est quand même pour raccorder tout de suite la conférence à la situation actuelle, hein, parce que moi, mon exaspération qui m'a poussé à faire à nouveau cette conférence en urgence, c'est aussi ces diapositives-là que j'ai construites. Donc si vous ne défendez pas l'Ukraine, vous êtes pro-Poutine. Si vous êtes souverainiste, vous êtes facho. Si vous n'êtes pas pro-wokisme et pro-LGBTisme, vous êtes rétrograde et contre le progrès. Bon, il y en a certainement d'autres et on peut allonger la liste. Alors je voudrais aussi, avant d'asseoir vraiment les syllogismes paradoxaux, comme ça on ne reviendra pas en arrière, sur les paralogismes. Les paralogismes, c'est d'une nature un peu différente. On leur prête aucune mauvaise intention, disons. C'est plutôt des accidents de la logique. Ça va être tous les chats sont mortels, Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. Bon, ça, il n'y a pas d'intention un petit peu perverse ou... Oui, enfin voilà, de raisonnement un peu fourbe. Si on ne mit... Alors, mais par contre, on peut toujours trouver, de la même façon que pour les sophismes juste avant, on peut trouver un équivalent qui tout de suite n'est pas de la fiction. Moi, j'imagine très bien, en pleine période électorale, un homme politique nous dire, et c'est du paralogisme, si on ne diminue pas les charges patronales, le chômage va augmenter. Le chômage augmente, donc c'est parce qu'on n'a pas diminué les charges patronales. C'est vraiment faire une escroquerie intellectuelle entre les causes et les conséquences, puisqu'évidemment une conséquence peut être advenue à l'issue de causes différentes. Donc là, c'est un ramassis d'escroquerie intellectuelle, mais qui est souvent pratiqué, je dirais, dans la sphère politique. Bon. Alors voilà, ça c'est beaucoup plus gentil, mais en vérité c'est la même erreur de logique. Sandra fume, fumer donne le cancer, donc Sandra va mourir d'un cancer. Bon. Alors on peut peut-être commencer à rentrer justement par rapport à des exemples, par rapport au raisonnement par l'absurde. On va tout de suite rentrer sur le syllogisme paradoxal, mais avant, je voudrais, voilà, on va en fait introduire le format basique du syllogisme paradoxal. Donc là, s'il y a encore ces photos en haut, c'est parce que simplement j'ai repris des diapositives de 2016-2017 et qu'en fait j'ai simplement situé en haut à gauche un peu mes maîtres à penser, on va dire, avec Aristote ici tout en haut à gauche. Au milieu, vous avez le mathématicien Leibniz, qui est un grand contributeur à tout ce qui concerne le calcul infinitésimal, le calcul des intégrales, calcul intégral. On verra que ça me sert un petit peu, sans aller trop loin dans le détail. Et, justement, il y avait la remarque tout à l'heure de JR, avec thèse, antithèse, synthèse. Donc ici, Wilhelm Friedrich Georg Hegel, qui est, on va dire, le père de la dialectique, pour faire très court. Alors, de toute façon, je vais vous remontrer l'architecture des syllogismes d'Aristote, du raisonnement par l'absurde, et comment on peut construire ces syllogismes paradoxaux. Donc là où il y avait une majeure chez Aristote, ou une hypothèse dans le raisonnement par l'absurde, moi j'ai eu besoin d'une transition, d'une assertion que j'appelle la déclaration. La déclaration, c'est une proposition qui se présente sous la forme d'une affirmation, d'un principe ou d'une intention. Donc on est assez proche de la majeure d'Aristote. La transition, de la même façon que la mineure chez Aristote servait d'intermédiaire pour bâtir la conclusion, la transition, pour le syllogisme paradoxal, elle sert de clé intermédiaire pour mettre en relief le paradoxe.
elle traduit une action, un fait ou une situation. Et c'est pour installer effectivement un paradoxe. Donc là, je ne l'appelle pas conclusion ou c'était quoi? C'était conclusion dans les deux cas, aussi bien pour le raisonnement par l'absurde. Le paradoxe fait ressortir un vice dans la partie déclaration. Il met en relief une action paradoxale, un fait paradoxal ou une situation paradoxale. Donc moi, vous allez voir, je vais en fait repartir sur toute une série de thématiques, celles qui sont vraiment des thématiques d'actualité brûlante, et vous allez voir qu'on peut vraiment passer au peigne fin avec un outil qui veut simplement, qui a comme ambition de réhabiliter le bon sens et le logos. Alors, je crois que c'est le moment peut-être déjà de placer cette architecture. À tout moment dans l'exposé, je pourrais la repositionner, puisque c'est une vision d'ensemble. Voilà, au point où on en est là actuellement, on peut dire que l'architecture simplifiée du syllogisme paradoxal. Alors je dis architecture simplifiée, parce qu'en réalité, je pourrais faire circuler cet article qui a fait une dizaine de pages dans la revue Nouvelle École en 2017. J'ai vraiment écrit et fait publier la théorie du syllogisme paradoxal. C'est assez complexe. Et là, en fait, avec ce qui est exposé ce soir, on pourra tout à fait l'utiliser et comprendre les syllogismes classiques paradoxaux dès qu'on va rentrer dans des thématiques et dans des exemples concrets. Donc voilà, en fait, il y a vraiment une similitude entre le syllogisme d'Aristote, le raisonnement par l'absurde et le syllogisme paradoxal. Je veux juste éclairer ici un aspect, c'est-à-dire qu'il y a deux types de syllogismes paradoxaux, c'est-à-dire l'un qui va conduire directement du syllogisme d'Aristote en chemin direct vers le syllogisme paradoxal, ou bien, vous verrez, dès qu'on va rentrer dans des cas concrets, je pense que ça sera plus clair, on va dire. Et il y a une deuxième catégorie de syllogismes paradoxaux, où on combine en fait le syllogisme d'Aristote et le raisonnement par l'absurde pour construire un syllogisme paradoxal. Donc je vais envoyer un premier raisonnement, un premier syllogisme paradoxal bâti par le chemin 2, bâti par le raisonnement par l'absurde. Et je pense que ça va parler à tous. J'ai deux exemples comme ça, et après on va prendre un fil un peu plus cool, je dirais. C'est-à-dire on va y aller tranquillement avec des syllogismes classiques d'Aristote, et puis on va monter en niveau, quoi. On va monter progressivement. Et ce que je voudrais, c'est déjà revenir ici. Voilà un premier exemple de raisonnement par l'absurde de tout ce qui vient d'être exposé ici. Ça suffit déjà pour bâtir un premier exemple ici. Donc raisonnement par l'absurde, nous sommes en démocratie. Or, en démocratie, il y a à la fois une séparation des pouvoirs exécutifs et législatifs, une liberté de la presse et des contre-pouvoirs, un président qui ne peut rien décider tout seul sans consulter les autres autorités, une Assemblée nationale qui joue un vrai rôle d'opposition et pas de chambre d'enregistrement, des opposants qui ne sont pas muselés ou intimidés ou mis en garde à vue dès qu'ils ne répètent pas le narratif officiel. Donc on a bien une déclaration, une transition, une conclusion. Aucune de ces conditions n'est actuellement remplie. Démonstration par l'absurde. Nous ne sommes donc pas en démocratie. Alors, on peut en faire évidemment une infinité. J'ai pris deux exemples avant qu'on pose vraiment des syllogismes qui répondent à des thématiques particulières. Donc ici, tout le monde est d'accord, le gouvernement veille à ce que les lois protègent les citoyens. Bon, c'est posé évidemment comme une ironie, ça doit être une hypothèse qui va être invalidée. Qu'est-ce qui se passe en fait dans le constat de la dernière décennie, on peut dire même avant, hein. Les banquiers s'assurent que nous restions endettés. En fait, c'est ce qui justifie leur existence. Big Pharma s'assure que nous restions malades. Les fabricants d'armes s'assurent que nous restions en guerre. Les médias s'assurent que nous ne puissions pas connaître la vérité. Et donc, le gouvernement, en conclusion, le gouvernement s'assure que les lois permettent tout ce qui précède. Donc là, tout ça doit être articulé pour évidemment mettre en contradiction la déclaration et la conclusion.
Donc, ça sera un exercice, j'en parlerai dans la deuxième partie, parce que l'idée aussi de cette conférence, c'est aussi de voir comment on peut dynamiser tout ça en ne se cantonnant pas de rester juste simplement à l'issue de cette conférence. Parce que moi, j'ai bâti tout ça avec d'autres perspectives, et je pense qu'il y a suffisamment de personnes qui seront en phase avec ces perspectives pour qu'on puisse trouver une façon de réveiller, j'aime pas trop le dire, les endormis, mais ou alors les pseudo-endormis ou les en cours d'éveil. En cours d'éveil. Qui on est pour décider que certains sont endormis et nous éveillés? Vous ne trouvez pas que... Alors... Il n'y a pas quand même de prétention derrière ça? Ah, d'accord. Moi, j'ai beaucoup de mal, en fait. Ça se sent parce que vous trouvez... c'est-à-dire que... Non, mais le concept d'éveiller me pose problème. Le gouvernement est-ce qu'il prend des mesures bienveillantes? Non, mais ça n'a rien à voir. Hein. Là, je vous dis... J'ai une question, c'est pourquoi est-ce que les lois protègent les citoyens? Le gouvernement, dans une déjà oui, ça... je vais vous le dire autrement. Dans une démocratie ou dans une société non malade à laquelle on aspire tous, on devrait avoir cette situation. Le gouvernement veille à ce que les lois protègent les citoyens. Normalement, je dis. Or, on fait un constat intermédiaire. Après, on peut contester ces constats, mais en fait, quand même, il y a pas mal de factuels dans tout ça. Et donc, on voit bien que, par un lien de cause à effet, on a une conclusion qui est en totale contradiction avec la déclaration. Alors, en fait, je vais essayer d'être court et synthétique. Comment on peut décider si quelqu'un est éveillé? Moi, d'ailleurs, personnellement, je ne me considère même pas éveillé parce que je suis toujours à la recherche de sortir de ma zone de confort. Donc ça, c'est pour ma réponse purement individuelle. Maintenant, être éveillé, effectivement, je dirais que si, quand même, on peut faire la différence entre, ne serait-ce que la dernière période, 5 ans, 2020-2025, on voit bien qu'il y a des personnes qui sont quand même en besoin d'aller chercher de l'information, de ne pas être simplement un réceptacle de l'information officielle déjà. Déjà, c'est déjà un premier chemin vers l'éveil, c'est-à-dire la curiosité. Pour moi, je voudrais dire éveillé ou curieux, si vous préférez. Il y a des gens qui ne sont absolument pas curieux aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils considèrent, si vous voulez, toute la population des personnes qui ont vociféré dans les 3 premières années de la vaccination, dès que vous posiez un narratif qui n'était pas le narratif officiel, ils avaient un mot en bouche sans argument. Voilà des non-éveillés. Ah, vous êtes complotistes. Oui, voilà. Ça, c'est pour moi le symptôme, le syndrome, même si vous voulez, d'un non-éveillé. C'est-à-dire c'est une espèce de boîte à outils avec une réponse automatique, sans aucune argumentation, sans aucune, alors là, dialectique. Voilà. C'est pas un concept politique, quoi. Là, c'est-à-dire que la lutte, vous la placez vraiment... vous la placez pas sur le terrain politique. Bah si. Elle est moi, personnellement, je ne suis pas mécontent d'avoir cette remarque parce que, en fait, je l'ai dit, je n'arrête pas de le dire. Moi, je me suis vraiment, effectivement, je suis sur un plan éthique. Moi, je tiens beaucoup plus au mot éthique que politique. Je ne me reconnais pas dans la démarche politique, par contre, dans la démarche éthique. Oui, alors j'ai une... Oui. Vous avez un parti pardon, Marie-Claire. Marie-Claire, est-ce qu'on peut écouter là-bas? Parce qu'en plus, je vais continuer l'exposé. Vous avez en partie répondu en disant que le gouvernement veille, éveillé, veille. Il y a une parenté linguistique évidente. Donc, si le gouvernement est endormi ou essaye de nous chloroformer, il est de notre devoir d'être les gardiens de la cité et donc nous de veiller comme les rondes de nuit de la maréchaussée dans les temps antiques qui veillaient sur la sécurité de la communauté, de la collectivité, du bien public. Donc quelqu'un d'éveillé, c'est quelqu'un qui garde la protection sur la communauté, qui dépasse son ego et qui ne se pose pas de questions inutiles et qui va dans le sens de la protection commune. Et là, le lien entre veille et l'éveillé, je ne l'avais pas vu, merci vraiment. Fourni, hein. Oui, je l'ai fourni, mais... Ou alors il faut dire éclairé. Éclairé. Critique et éclairé. Éclairé, moi je trouve que c'est presque plus prétentieux que éveillé, parce que éclairé, ça voudrait dire qu'il y en a certains qui ont reçu la lumière et qui sont au-dessus des autres. Voilà, oui, mais éveillé pour des personnes, ça fait référence à woke aussi. Mais oui, c'est ça. Et ça, c'est très embêtant. C'est ça qui est gênant d'utiliser le vocabulaire
populaire. Voilà, moi je suis, c'est vrai que Là encore, j'ai c'est pas. c'est ça. C'est complètement opposé au Médoc. C'est ça. Vox, c'est un terme étranger, qui est étranger à notre culture, à notre Oui, façon de mais penser, à notre c'est très sensibilité. utilisé actuellement. Donc c'est importer quelque chose, c'est un médicament, c'est du Pfizer, Vox. Un mot déjà, dans notre tête, c'est piquer notre idée, notre pensée avec C'est du un Pfizer. détournement. Oui, Oui, Un détournement. c'est ça. Voilà. Bon, on n'a de pas toute utilisé des façon, mots de franglais, non. on aura peut-être une deuxième partie, mais pas tellement longue. Oui, pardon, vas-y, allez. Oui, bon, je donne un peu mon témoignage. Oui. C'est-à-dire, bon, j'ai certaines expériences, j'ai un esprit critique quelque peu rebelle depuis la naissance, enfin, plein de choses comme ça. Il y a des choses dont je ne me rendais pas compte avant, Ouais. et que maintenant je me rends compte. C'est ça, c'est que je me rends compte alors qu'avant je ne voulais pas savoir, parce que j'étais trop occupé. C'est-à-dire, on avait tiré le rideau Oui, bah, de la lumière. Hein, et donc c'est ça, être éveillé, c'est se rendre compte. Et il y a tellement de gens qui ne se rendent pas compte que je n'arrive pas à Qui ne comprendre. veulent pas. alors c'est se rendre compte et puis de faire franchir un pas, une étape de plus, parce que se rendre compte c'est encore assez passif, on peut aller un petit peu au-delà, c'est-à-dire effectivement de se poser la question, c'est-à-dire la curiosité doit induire des questions. Mais pourquoi on nous dit ça alors qu'on voit ça? Les contradictions et les paradoxes, c'était en tout début avec Oscar Wilde. Et là, ça soulève. Donc, on a mille façons de répondre à ce que. On ne va pas trop s'attarder sur l'éveillé, mais en tout cas, une personne qui est réceptive aux paradoxes, aux anomalies, et qui est capable non seulement de les désigner, mais de les contrer, par des arguments surtout. Après, la force de la dialectique, c'est de mettre face à face des gens qui sont même en position contraire, mais qui, à la fin, par simplement des règles minimaliste de cordialité et d'écoute très important, arrivent en fait à transformer peut-être leur position initiale et à arriver à une nouvelle étape. C'est ce qu'on appelle la synthèse. Mais là, on peut dire que les deux sont éveillés parce qu'il faut déjà être en capacité d'accepter l'échange, l'écoute. Alors à partir de là, peut-être on va aller en voir un petit peu les thématiques avant de rentrer sur ce que j'ai appelé le format étendu du syllogisme paradoxal. Parce que quand j'ai monté cette théorie, il y a quand même une ambition derrière. Et je vais essayer d'aller rapidement, je vais essayer de court-circuiter un petit peu, parce que si je passe toutes les diapositives de toutes les thématiques, on n'aura pas la possibilité d'aller sur ce format étendu, qui est l'objectif réel. C'est quoi? De science. Ah oui, non, sinon il faudra... Ah, plus fort, d'accord. D'accord. Encore plus fort, d'accord. Alors, sur les thématiques, c'est pour vous dire que tout ça, c'est pas simplement de la fiction, que c'est pour moi vraiment des outils de logique, des outils de bon sens à la portée de chacun. Donc, en fait, on peut trouver d'autres thématiques, mais pour celles qui me paraissent, disons, les plus d'actualité, ça couvre déjà pas mal de thèmes. L'endettement, la guerre, la liberté, l'écologie. Et sur chacune de ces thématiques, j'ai associé quelques diapositives types qui sont construites comme des syllogismes paradoxaux qui passent par le chemin indirect ou par le chemin de l'absurde. Alors, j'avais dit on allait commencer très doucement. Donc en fait, déjà, si on veut coller pour démarrer en première sur les syllogismes d'Aristote, c'est pratiquement, on pourrait dire des choses comme ça, mais en se rapprochant quand même des thèmes qui nous intéressent, la nation, le citoyen. Tous les hommes devraient être protégés par leur nation. Donc là, je réponds encore un peu une fois, c'est un peu ce à quoi on aspire en fait. Cette première phrase en affirmation, c'est dans une situation, sous-entendu, dans une situation normale. Or, tous les citoyens sont des hommes, ou des femmes, c'est le terme générique. Donc tous les citoyens devraient être protégés par leur nation. J'aime bien partir de quelque chose qui paraît presque une banalité, mais en fait, dès qu'on s'écarte un peu de cette banalité, qu'on monte un petit peu, on franchit quelques étapes, on s'aperçoit qu'il y a déjà des dysfonctionnements. Sauf qu'il faudrait se mettre d'accord sur ce que c'est la nation déjà. Là, on a peut-être des interlocuteurs plus savants pour explorer toute l'historique de la nation, mais c'est une autre conférence. Si on voulait déjà une réponse simple, immédiate, un ensemble d'organisations et d'entités qui permettent de protéger une population limitée par des frontières, un périmètre géographique. Bon, c'est vraiment du premier jeté qui peut s'affiner. Alors après, avec une construction juridique pour protéger les citoyens.
une nation, enfin je vois ça comme ça. Parce que moi je pensais que la nation, c'est l'ensemble de la population. L'ensemble d'une population toute seule, si elle n'est pas définie par certains Aussi, non, attributs. Aussi. Ah oui, C'est aussi la population qui constitue. Faut que je parle plus fort. C'est aussi la population qui constitue une nation. Oui. Je me C'est permets très de dire important. ce que c'est une nation. Allez, Vu allons-y. dans des archives, très vieux documents, une nation est exactement interprétée et introduit, ce qui veut dire naître. Voilà. Et une nation, quand elle se meurt, on n'a plus de naissance, on n'a plus de culture, on est en total déracinement. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui, si je me permets. Mais la nation, une nation, quelle que soit la nation, se traduit par naître. C'est ça la nation. Parce qu'il y a une nation. Une naissance en perpétuel de développement, d'avenir, et tout est condensé dedans, mais quand on est en soumission par des gens qui ne nous veulent pas de bien, et il y a un démantèlement qui s'est organisé, et nous en sommes là, voilà. Merci Maria. Ah, oui, merci. Allez, on poursuit. Donc par exemple, on va reprendre les thématiques, puisque une de celles qui nous intéresse peut-être le plus actuellement, bien qu'on peut en mettre beaucoup sur le même niveau, c'est évidemment la question de la démocratie. D'ailleurs, j'ai carrément développé derrière une application en fait avec plusieurs diapositives, bâtie sur plusieurs raisonnements par l'absurde. Parce qu'en fait, à la question « sommes-nous encore en démocratie ?», il n'est pas très difficile aujourd'hui de trouver la réponse et de la démontrer. Ce n'est pas simplement un mouvement d'humeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a suffisamment d'éléments factuels pour pouvoir asseoir une réponse démontrée. Alors, je pense qu'on a déjà avancé quand même dans cette théorie. J'ai mis ce que j'appelle, allez, à ce niveau-là, vu qu'on a quand même un peu avancé, j'ai appelé ça une récré. C'est simplement aussi une espèce de contradiction logique que tout le monde connaît, avant d'attaquer le dur, parce que la prochaine étape va être encore un petit peu plus dure. Donc, récré 1, c'est simplement de rappeler des contradictions connues universellement. Vous savez, tout ce qui est bon marché est rare, et tout le monde est d'accord sur cette assertion. Bon. C'est pas si facile en général parce que c'est... Oui, bon, enfin voilà, c'est une hypothèse de départ qui assoit en fait une contradiction. En général, ce qui est réparti là-dessus, qui est construit à partir de ça, tout ce qui est bon marché est rare. C'est quand même plus rare de trouver quelque chose de bon marché que quelque chose au prix commun. C'est quand même pas complètement faux. Tout ce qui est bon marché est rare. Or, en fait, aussi, on dit que tout ce qui est rare est cher. Parce que justement, c'est l'objet qui correspond à un déséquilibre entre l'offre et la demande, donc tout ce qui est rare est cher. Ce qui veut dire qu'on arrive à une contradiction, donc tout ce qui est bon marché est cher. Voilà. Bon, il faut juste... j'espère que vous avez tous venu avec des Doliprane. Parce que... On vit tous les jours avec ça, alors... C'est bon. Alors, on va revenir un peu sur le menu principal, et je voudrais aborder la construction du format étendu du syllogisme paradoxal. Parce que là, quand même, c'est le but, c'est pas de s'arrêter simplement à une construction en 3 parties qui ressemble à Aristote ou au raisonnement par l'absurde. Il y avait une autre ambition derrière. Donc on retrouve bien les 3 composantes qu'on a exposées, la déclaration, la transition et le paradoxe. Je vais prendre tout de suite un exemple derrière. Je crois d'ailleurs que c'était toujours sur la situation, puisqu'à l'époque j'étais en plein là-dedans, effectivement, on était tous là-dedans avec la guerre en Irak. Donc, pour aller plus loin en fait, pour moi, le véritable déploiement du syllogisme paradoxal, c'est une construction en 5 parties. C'est-à-dire que ça doit induire le paradoxe, on ne s'arrête pas au paradoxe, ça doit induire un questionnement qui est le paradoxe par induction logique renvoie à un questionnement sur la validité et ou la cohérence de la partie déclaration. Quand on a commencé à dire qu'on était en démocratie et qu'on arrive au paradoxe qu'en fait on a tous les symptômes d'un système qui ne ressemble à tout sauf à une démocratie, eh bien on a bien mis en place l'observation d'une incohérence. Et on ne va pas s'arrêter là. L'idée c'était donc d'installer un débat
et d'ouvrir par ce questionnement, par catalyse. Ce questionnement sert de socle au débat créatif, ouvrant le ou les segments de constitution à revisiter l'objectif stratégique des syllogismes paradoxaux. C'est-à-dire que c'est vraiment là, pour moi, le cœur, l'ambition, elle est là. C'est-à-dire c'est des outils mis au service qui peuvent être des ateliers, un peu à la façon qu'a constitué Étienne Chouard, des ateliers constituants. On pourrait créer des ateliers de syllogismes paradoxaux avec des questions qui sont des amorces de réflexion à revisiter certaines parties juridiques, certaines parties constitutionnelles, voire même à non seulement revisiter, mais installer les fondements, les bases d'une possibilité, d'une autre constitution. Alors j'avais cet exemple, justement, pour la paix civile ou pour le chaos, c'était une question, et en fait, je partais, oui, celui-là, il est bien, il est assez court, parce que je voudrais quand même signaler que la structure du syllogisme paradoxal permet aussi d'étendre, pas seulement à 3 phrases très courtes, mais éventuellement à l'écriture d'un article. C'est-à-dire c'est une structure, en fait. Et là, c'est un des 2 exemples qui est le plus court. Donc, toujours pareil, il faut y voir aucune ironie. En fait, c'est quasiment une assertion qui voudrait correspondre à ce à quoi on aspire. Tout membre du gouvernement s'affiche comme un défenseur de la paix civile. Bon. La transition, on a vu, notamment dans toute la période gilets jaunes, manifestations, etc., des casseurs qui créent le désordre et le chaos, qui sont contraires à la paix civile. De toute façon, ça, ce sont des affirmations purement factuelles. Je veux dire, il n'y a pas de parti pris, là. C'est une observation que certains actes sont contraires à la paix civile et d'autres non. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir quel est le comportement et l'attitude de ceux qui doivent nous protéger et nous défendre. Et c'est le paradoxe. La police, agissant sous les ordres du gouvernement, a souvent fait preuve d'un très grand laxisme envers les casseurs. Donc là, on a bien un syllogisme paradoxal avec une contradiction entre la déclaration et le paradoxe. Ça peut induire un questionnement. Le gouvernement est-il vraiment pour la paix civile ? On est nombreux à se poser cette question, elle n'est pas ridicule aujourd'hui. Hein. Et puis même, et c'est pas d'aujourd'hui, et c'est de plusieurs semaines et plusieurs mois, si les personnes veulent encore revenir à la charge. Il y a des vidéos qui montrent des policiers se déguiser en Black Bloc. Exactement, exactement. On en a vu aussi se déguiser en gilet jaune. L'oligarchie ne trouve-t-elle pas plutôt son intérêt dans le chaos ? Diviser pour mieux régner. On est toujours dans la vieille loi millénaire du diviser pour mieux régner, ou pour régner. Faire un raccourci en disant que notre gouvernement nous ment Oui. et qu'il y a une inversion totale du discours. Ah mais oui, ça... Voilà, c'est clair. C'est Complotiste. inversion totale. Inversion des valeurs. Décrypté en se disant que c'est le contraire de ce qu'ils disent. Et exactement, et je dis même assez souvent maintenant aux plus proches que c'est presque devenu une clé assez facile à utiliser, c'est-à-dire quasiment quand vous envoyez un média mainstream qui vous dit ça, vous renversez la phrase avec la négation et vous n'êtes pas loin de la vérité. C'est tellement gros en plus. C'est ça. Ouais, là, ça devient gros et bah, oui. Plus c'est gros, C'est là qu'il voit que ça passe. Oui. Ça, je sais pas. C'est ça qui est... Ils sont encore endormis. Donc ça peut ouvrir une dernière, la dernière partie, la 5e partie, un débat créatif ouvrant le segment ou les segments de constitution à revisiter. Comment modifier la constitution pour renforcer la protection des citoyens et les sanctions envers les casseurs. Parce qu'en fait, il faut travailler au debout de la chaîne. Peut-être chercher des raisons au-delà. Après, voilà, ben c'est pour ça que là, on parle d'oligarchie. Oui, ça va. Alors, on peut parler de pouvoir profond après, mais c'est déjà des notions qui sont clivantes. Parce que quand on dit pouvoir profond, quelqu'un va me dire ah, c'est un peu obscurantiste, qu'est-ce que c'est que le pouvoir profond ? Tandis que la police, les casseurs, les gilets jaunes, tout le monde sait ce que c'est. Désolée de ralentir un petit peu votre projection, mais là, pourquoi introduire, faire appel à la Constitution ? Là, je comprends pas bien, d'un coup, alors qu'il suffirait d'appliquer les lois existantes et puis, voilà, mettre en état de nuire les casseurs. Il n'y a pas besoin de modifier la Constitution. Oui, alors dans certains cas, on n'est pas obligé de tout, revisiter tout l'édifice, mais évidemment, sur un cas particulier,
sur un cas particulier comme ça, effectivement, peut-être que les rouages et les décrets et les lois existantes permettent de cadrer. C'est simplement le problème, c'est qu'elles ne sont pas appliquées. Voilà, Je pense que alors, oui. Pourquoi on fait appel à modifier la Constitution? Pourquoi on parle de ça? En fait, d'ailleurs, je vais quand même répondre moi quand même dans un deuxième temps. J'ai fait mon premier niveau, mais en deuxième niveau, oui, parce que réellement, il y a un dysfonctionnement. Si le gouvernement n'est pas en mesure de faire appliquer la protection des citoyens, c'est qu'il y a aussi un problème de constitution parce qu'il n'est pas soumis à des sanctions. Donc une constitution permettrait de revisiter la non-opérabilité ou la non-intervention de forces qui sont prévues pour intervenir, qui ne font pas le job. Donc moi, ça ne me choque pas de, oui, pourquoi pas revisiter un certain aspect. Il y a un dysfonctionnement. Et c'est pas simplement parce que le gouvernement est malhonnête, justement, C'est qu'il la nous ment corruption. et qu'il souhaite le chaos. Donc, Bah oui. Une constitution devrait avoir... Et c'est une très bonne remarque parce que une constitution devrait permettre d'avoir des véritables contre-pouvoirs qui justement empêchent ce laxisme. Parce que c'est-à-dire que si en fait, parce que c'est la Constitution qui permet que ces personnes qui sont malhonnêtes, Oui, donc restent au pouvoir. parce que là, Il y a quelque chose qui cloche. Hein, et qui, exactement, un dysfonctionnement. Voilà. C'est-à-dire que là, il n'y a pas seulement les casseurs eux-mêmes, qui sont une petite population qui font des actes malveillants, mais il y a ceux qui ont des autorités politiques, enfin, qui ont des pouvoirs politiques et des pouvoirs de décision, qui laissent faire. Donc là, il y a un dysfonctionnement aussi. Et à ce titre-là, c'est peut-être pas pour rien que le crime de haute trahison a été supprimé. Oui, évidemment, voilà. Ouais. Sarko, notamment, quand il était au pouvoir. Donc la Constitution d'aujourd'hui a montré qu'elle ne fonctionne pas, puisqu'on en arrive à avoir ce que j'appellerais une mafia au pouvoir, Oui, voilà. et qui ne se cache pas, Tout à fait. Voilà, on et peut qui dire. est capable de tuer, de violenter, hein, avec la police, qui est en fait finalement quelque part la police, et ben c'est une police privée. Et ça c'est extrêmement choquant. Oui, qui devient en fait des milices privées, Des qui milices sont privées, c'est non pas au service du citoyen, mais au service des gouvernants. Donc là, il y a un On le dysfonctionnement. voit tous les jours. Et en fait, tant qu'il n'y a pas de sanctions... Justement, et avant, on l'appelait gardien de la paix et ça a changé. Ah oui, oui. Voilà. Ouais. C'est très symbolique. en direct. C'est ça, quoi. Il faut le voir pour le croire. Gardien de la paix, aujourd'hui, c'est avec n'importe quelle constitution, on peut avoir des... Alors, il faut commencer... des pourris au gouvernement. Ouais, on va repartir. Oui, pardon, peut-être une remarque. Il me semble que la Constitution fonctionne très bien. Simplement, elle est dévoyée, interprétée, on donne des sens et des contenus différents aux mots qui lui font dire d'autres explications que personne jusqu'alors n'avait osé utiliser, parce qu'effectivement, ça allait à l'encontre d'une certaine morale, mais les communicants de McKinsey et autres, ils épluchent. Il y a aussi des cabinets de... je ne sais plus quelle communauté, qui épluche chaque virgule, chaque soupir de chaque mot, de façon à piéger et à mettre, à justifier l'injustifiable. Et Ouais, la Constitution mais- est neutre, elle est innocente. Oui, mais comme tu as parlé de McKinsey, là tout de suite ça va faire tilt. En fait, une bonne constitution, là tu dis la constitution est bonne, il ne faut pas la revisiter, mais moi je pense que là il y a un point. C'est-à-dire quand on a tellement déjà de hauts fonctionnaires qui sont grassement rémunérés et qui sont hautement qualifiés pour traiter des problèmes comme quand on a voulu réduire de 2 € l'APL des étudiants, on a confié ça à McKinsey, ça a coûté quasiment le même prix par rapport à une balance comptable, on gagnait quelque chose sur le budget avec les 2 € par étudiant multiplié par le nombre d'étudiants, mais on a donné peut-être 1 million d'euros à McKinsey pour faire ça. Bon ben là, une constitution correcte n'aurait jamais permis un dérapage. On a des hauts fonctionnaires qui sont... Ils sont grassement payés, mais Mais alors, qui sont faits pour ça, en fait, je veux dire. Ils sont grassement payés. Le diable paye bien. Ils sont grassement Ce payés. ce sont des gens qui font... Pardon, c'est... Attends, on va essayer de laisser parler une personne, non, vas-y pour terminer, puis après on reprend. Oui. Ce sont des gens qui décortiquent, qui psychanalysent chaque mot, chaque phrase, chaque silence, chaque intermédiaire entre les phrases, et qui font dire au texte ce qu'ils n'ont pas prévu ni interdit de dire. Donc ils jouent dans cette espèce de zone d'ombre, et effectivement, ils font passer beaucoup de choses. Oui. Payer McKinsey des fortunes alors qu'un fonctionnaire pourrait le faire, et c'est vrai, mais rien n'interdit, ni n'oblige dans un sens ni dans l'autre. Donc ils jouent là-dessus. Toutes leurs décisions, elles sont motivées, Ben, c'est- justifiées juridiquement, c'est et pour elles sont ça. inattaquables.
C'est pour ça que de mon point de vue, ce qui nous manque le plus dans la Constitution d'aujourd'hui, c'est l'existence de réels contre-pouvoirs, avec des véritables jurys qui ont un véritable pouvoir de décision, qui ont un véritable... Parce que si on revient sur l'interprétation possible, et c'est tout à fait vrai, sur l'interprétation possible des termes, on a un excellent exemple, alors encore plus brûlant d'actualité, le texte que j'ai commencé à lire de l'Assemblée nationale sur la possibilité de l'euthanasie. C'est-à-dire que là, c'est tellement fait avec des circonvolutions, des interprétations, des spirales verbales, qu'effectivement, on va pouvoir envoyer à l'euthanasie quelqu'un qui a simplement une petite déprime. Et c'est donc ben voilà, c'est-à-dire que là, c'est pas possible. S'il y avait une constitution qui permette au moins un jury, un contre-pouvoir qui nécessite, par exemple, la décision de mettre quelqu'un à l'euthanasie en la présence d'un jury, et que ce ne soit pas simplement un fonctionnaire qui fasse un coup de tampon et dit celui-là, il dégage, on l'envoie en euthanasie. C'est-à-dire, c'est un crime. Hein, mais c'est un crime. C'est Bon. dommage, j'ai pas pu faire l'intervention hier parce que c'était dans les tuyaux et puis je sortais pas là sur la place de Luxembourg parce que j'avais dit que j'étais prêt à faire une intervention parce qu'il y avait quelque chose de scandaleux. J'en profite pour pas trop déborder. Mais c'est vrai que quand on se rapporte, par exemple, on n'était pas très loin, à quelques encablures du lycée Henri IV, j'avais une professeure qui nous disait par rapport à l'exemple, on avait l'écrivain, c'est terrible. Oui. Celui qui a fait le livre Goethe, avec le syndrome, en fait la souffrance du jeune Werther. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les livres étaient tellement bien écrits, avec des progressions de chapitre en chapitre, qui montraient l'aspect absolu, l'aspect irréversible d'un chagrin d'amour, que la personne, le jeune Werther, était conduit à vouloir se suicider parce qu'il n'arrivait pas à approcher Charlotte. À cette époque-là, c'est le gouvernement allemand, celui qu'on désigne toujours comme ayant en germe les pro-nazis, les méchants allemands, qui a vu en fait une multiplication des suicides de jeunes adolescents qui lisaient le jeune Werther. Il a mis en place, d'ailleurs, soit pour stopper l'édition, soit pour la ralentir grandement, pour inverser la tendance. Quand je vois que 250 ans, c'est le pays des droits de l'homme, 1789 de 2025, qui installe quasiment l'euthanasie, c'est-à-dire le droit d'euthanasier, et qui incite au suicide finalement, parce que quelqu'un qui a un mauvais passage dans son existence, un passage douloureux, en fait, on aura bientôt une application sur Play Store pour envoyer un agent de la ville pour dire celui-là, vous venez le chercher là, vous l'euthanasiez. Et qui fait une grande confusion avec les soins palliatifs. Au nom du progrès, bien sûr. Toujours. Pour notre bien. Ah bah oui, pour notre bien. Bon, on va essayer de raccorder sur la suite avec le format étendu du syllogisme paradoxal, donc on l'a vu. Et tout ça, vous voyez bien que des syllogismes paradoxaux, on peut en construire comme ça des dizaines et des centaines et une infinité, avec l'objectif de vouloir revisiter la Constitution ou d'en écrire une nouvelle. Et en fait, pour moi, le cœur de ce qui m'a animé, en fait, quand j'ai pris ça à bras-le-corps en novembre 2016, c'est ce que j'appelle le syllogisme paradoxal central. Et donc, c'est celui qui concerne le rapport entre les États et les peuples. C'est-à-dire que, pour moi, c'est la résolution de tous les syllogismes paradoxaux élémentaires, donc c'est là qu'on va venir au calcul intégral, mais ce sera très bref, qui permettait de construire la résolution. C'est un peu ce que j'appelle le père, la racine, le noyau de tous les syllogismes paradoxaux, de nature métapolitique. Tout État affiche défendre les intérêts du peuple, la déclaration. La transition, aucun peuple ne peut réellement, j'aurais pu ajouter, agir et déterminer librement son destin. Le paradoxe, donc chaque peuple vit sous la contrainte et sous le contrôle total de l'État. Donc on en est là quand même. On n'a pas le droit de construire en tant qu'individu, il doit être républicain. Et donc l'idée... Ah ben, je suis passé en... Excusez-moi. Je suis passé en... On va revenir ici. Le sigma 2. Et donc... Bon, on va venir ici directement, voilà. En fait, l'idée, mais à travers un long travail de prospection, d'études, d'analyse, de confrontation, de débat, d'atelier, c'était d'arriver à résoudre par les paliers qui vont à la recherche de justesse ou d'exactitude, à la recherche de justice comme borne supérieure, borne inférieure, ça c'est le calcul intégral, la sommation de la justesse à la justice. La résolution du syllogisme paradoxal central, pour moi, elle passait par une résolution en atelier de tous les syllogismes paradoxaux individuels. C'est-à-dire mis bout à bout
pour arriver à créer la résolution du syllogisme. Parce que le vrai, pour moi, le nœud, il est là. Hein. Mais bon, après, ça se débat. Mais ce syllogisme paradoxal central, c'est la chose à exploser. Il y a un paradoxe initial, en fait, qui relie les États, leurs intentions, leur maintien et leurs dérives aux aspirations des peuples. Bon, je pense qu'on peut revenir sur le T. Je vais revenir sur la thématique. Et par exemple, on va s'intéresser, je vais revenir même, j'en ai davantage sur la démocratie, parce que je pense que c'est quand même un des sujets qui nous intéresse au premier chef. Et on va essayer de continuer, en fait, sur la thématique des démocraties. Donc, il y a 1000 façons de définir une dictature, j'ai trouvé celle-là. Une dictature est une forme d'État totalitaire qui ne peut exister que par la mise en esclavage des hommes. Or, il ne faut jamais oublier ce or de transition, hein, qui est le or dans la mineure d'Aristote, mais qui est aussi le or dans ma transition de syllogisme paradoxal. Or, les libertés fondamentales, liberté d'expression, liberté de circulation, liberté d'opposition, liberté d'éducation, liberté de soins, liberté d'éducation, je fais une toute petite parenthèse, parce que j'ai été très proche à un moment donné, j'ai regardé ce que faisaient les parents en colère, et j'ai compris à travers des discussions voilà, sur des pique-niques, mais enfin peu importe, qu'il y avait vraiment un parcours du combattant à effectuer par les parents qui souhaitaient assurer l'éducation de leurs enfants à domicile. Il y a des contrôles incessants, il y a bon. Liberté de soins, on ne va pas en parler. Je pense que ça parle à tout le monde. Si les parents sont contre les 15 vaccinations, contre les 15 picouzes, là, ils sont mal. Ben oui. Il faut qu'ils soient un peu, qu'ils soient forts, quoi. Ah ouais. Donc ces libertés fondamentales sont de plus en plus restreintes. Donc on arrive à cette conclusion. La société actuelle, puisqu'elle s'attaque à ces libertés, qu'elle les réduit au strict minimum, elle tend vers une mise en esclavage progressive des citoyens et s'éloigne de démocratie. Je cherche toujours à articuler pour que les phrases aient l'air indépendantes, mais après il s'agit de confronter l'introduction et la conclusion. Et là, il y a un vrai paradoxe. Quelle est la différence entre tyrannie et dictature? Je n'ai pas compris. Donc, c'est l'outil, la tyrannie. C'est l'outil d'un tyran. Moi, je n'ai pas parlé de tyrannie, je crois que j'ai parlé d'État totalitaire. Il y a une différence. Non, la tyrannie, c'est un homme. Alors, La dictature. je veux bien... ouais, la dictature, elle peut être très bonne. Il y a des dictatures en Amérique latine qui ont fait monter le progrès social, à Cuba, dans tous les pays communistes. C'est bénéfique. Tandis que la tyrannie, ce sont vraiment les caprices d'un individu, c'est Néron. Totalitaire, ça rentre chez vous, ça rentre à l'intérieur des domiciles des gens. Et c'est ça le problème. Ça laisse aucune marge de manœuvre. Ils imposent à l'intérieur des foyers leur point de vue. Et normalement, la traduction, excusez-moi encore une fois... Non, je sais que Mariette est sensible à la question différente entre la dictature et la tyrannie, donc c'est bien. Voilà, Dis-nous ce que tu veux dire. En fait, normalement, on a aussi inversé ce nom, exactement ce qui veut dire. Ça veut dire qu'un dictateur, normalement, était envoyé quand un gouvernement traitait mal son peuple, etc. Donc, c'était le dictateur qui rentrait en jeu et qui sanctionnait le gouvernement pour ne plus maltraiter son peuple. Et aujourd'hui, en France ou dans tous les pays d'Europe, mais pas quand on est de l'autre côté du monde, le dictateur aujourd'hui, le mot, il est inversé aussi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup dans la population, on dit que c'est un dictateur. Mais dans la logique précise, un dictateur, il est là pour sanctionner un gouvernement qui maltraite son peuple. Mais aujourd'hui, ça aussi c'est inversé. Alors, oui, voilà, j'allais le dire, on revient au terme inversé, on nomme dictateur celui qui s'oppose à une dictature. C'est lui qui doit dicter, justement, qui vient du mot dicter, pour dicter au gouvernement, cesser de maltraiter. Oui. Celui qui mettra énergiquement en application les mesures les meilleures pour le peuple. La dictature du prolétariat, par exemple, qui a contre
les fantaisies du tyran. C'est un nom qui nous brûle les lèvres à tout le monde ici. Voilà. Ouais, non, c'est vrai qu'on n'a pas toujours la dichotomie, c'est une bonne question, c'est pas évident de différencier. Bon, en tout cas, dictature, c'était bien de prendre un exemple, il y a eu effectivement des dictatures du prolétariat et des dictatures qui souhaitaient le bien du peuple, ça a existé. On serait dans une tyrannie, alors. Pardon ? On serait dans une tyrannie, alors. Régime totalitaire. Ah oui, actuellement, oui. Ouais, on serait, moi, je préfère l'appellation régime totalitaire, qui prend l'emprise sur tous les terrains, sur tous les domaines où le citoyen n'a plus aucune marge de manœuvre. C'est pour ça, pour moi, c'est plus parlant le terme totalitaire. C'est-à-dire, il prend la totalité de l'espace du citoyen. Il rentre dans sa vie, dans le foyer, dans toutes les décisions, en fait. D'ailleurs, voilà, et alors c'est bien parce que là c'est peut-être le premier, je crois. Il faut savoir que moi j'ai bâti, et ça permettra, disons, de faire une transition dans la deuxième partie. Moi en fait j'ai collecté depuis plusieurs mois justement tous ces schémas qui me paraissent très parlants, parce qu'en fait vous les avez vus circuler sur les réseaux sociaux les uns et les autres, vous allez certainement en retrouver, hein, j'ai pas réinventé la roue. Hein. Et donc en fait ils sont très parlants. Voilà une définition, peut-être qui va nous aider. Voilà, c'est une réponse à notre petite mini-débat sur, en fait, avec cette citation d'Aldous Huxley, la dictature parfaite, c'est peut-être ça qu'on est en train de vivre, hein, aura l'apparence de la démocratie. Un prison, c'est ce qu'on nous sommes dedans en fait, hein. Une prison sans mur où les prisonniers ne rêveront pas de s'échapper. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et le divertissement, Hanouna, ou je ne sais pas si vous avez d'autres, les esclaves aimeront leur esclavage. C'est un postulat. Alors, j'ai dans tyrannie, hein, si tu permets, ouais. C'est un gouvernement absolu, oppressif et arbitraire. Donc on est bien dans une tyrannie. Oui, oui, oui. Ça, oui, oui. Complètement. Alors, vous travaillez la différence entre les deux termes. Hein, je n'étais pas certain d'avoir compris. Non, mais on m'a ouvert l'esprit. Ouais, elle m'a éveillé sur ce. Oui, puis moi, avec vos interventions, plus Aldous Huxley aussi, moi, ça me permet d'ajuster. J'ai pas un autre réflexe automatique surtout. Donc, c'est vrai que je pense plus, moi, ce qui me dérange le plus, c'est l'État totalitaire. Ça, pour moi, c'est parlant, parce que c'est vraiment une emprise sur tous les domaines, sur la totalité des domaines où on pourrait avoir une marge de liberté, quoi. Mais voilà, après chacun fait sa synthèse, c'est bien heureux, sinon on serait dans un état totalitaire, si c'était la même synthèse pour tous. Il y a un historien justement assez récent qui a très bien défini ça, par rapport, c'est Forisson, non pas Forisson. Ah, Forisson, alors on tient sur des... Oui, alors on est sur les sujets... Super connu, enfin anciennement connu. Ouais, si j'ai pas le sujet. Vraiment que oui, mais il explique à la Révolution. Bon, faudra retrouver. Alors aussi, on peut aussi bien partir des syllogismes. Voilà, c'est une petite articulation, c'est une gymnastique, une très bonne gymnastique. Donc je vous y invite. On peut aussi partir, moi, parce que je n'ai rien fait d'autre. Je pars, par exemple, vous êtes comme moi à parcourir les réseaux sociaux, vous trouvez sur des trucs assez invraisemblables, et ça fait vraiment un effet punchy. Il y a vraiment d'excellentes, il y a vraiment des pépites, hein, je veux dire, moi j'ai rien inventé en fait quelque part, et à partir de là par contre j'ai le réactif. C'est pas une blague. Non, le président lui-même qui a dit ça. Non, c'est ça je sais pas si c'est de l'humour noir ou... Enfin, un stage gratuit est organisé au Congo, dans les mines de cobalt pour les écolos qui veulent rouler électrique. Bon. Donc moi j'ai vu ça. Je dis, bon ben voilà, ça c'est de la matière pour la thématique écologie. Voilà. Et je vous dirais qu'il y a, on est une trentaine dans cette salle, il y a certainement 30 et bien plus de façons de rédiger. C'est un exercice intéressant, vous verrez. C'est pas si simple d'articuler les trois parties pour faire quelque chose de punchy, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que ça choque. Voilà. Et donc ici, moi j'ai fait ça, et voilà, ça vaut ce que ça vaut. Dans un monde normal, tout homme craint la présence... Non, c'est pas ça. Je sais pas, je l'ai dit. Ah voilà, c'est ça. Mais ça aussi, c'est autre chose. Une majorité d'écolos bobos veulent rouler électrique. Ça, on peut le constater par des statistiques. Hein. Il faut quand même partir de choses factuelles et pas rêver. L'extraction des composants nécessaires pour ces véhicules, comme le cobalt par exemple, se trouve dans des mines exploitées par de très jeunes enfants, le plus souvent en Afrique, dans des conditions de travail abominables. Il suffit d'aller voir certains reportages, sans parler des énormes besoins en eau de ces extractions.
Une majorité d'écolos cautionne donc l'esclavage des enfants africains pour l'extraction des minerais indispensables à leur voiture électrique. C'est un constat. C'est un constat. Mais juste une remarque, là, dans la déclaration qui est en haut, Oui. dans le terme de bobo, il y a déjà quelque chose qui ressemble à un jugement et qui nuit peut-être à l'objectivité de l'application de la méthode. Et on enlèverait bobo, ça suffirait, hein, donc ce serait plutôt positif comme assertion. Et puis à la fin, on montre effectivement que c'est pas si positif que ça. Alors, après, oui, Igor, tu pourras rentrer. Ben, c'est une bonne remarque. Moi, j'aime bien aussi les remarques qui viennent se contrer, parce que pourquoi d'abord? Pourquoi j'aime bien Marie-Claire, merci. Parce qu'en fait, c'est aussi la meilleure façon de tester la solidité de ses fondations. Donc moi, j'aime bien qu'on vienne un petit peu casser la baraque. Et donc, en fait, pourquoi d'ailleurs, c'est intéressant cette remarque, je trouve. Mais qu'à un moment donné, pour qu'il y ait, disons, une communication possible, c'est vrai qu'on a besoin de s'aligner sur des choses entendues communément. Moi-même, j'avoue que la connotation bobo, j'ai fini par m'y plier, en fait, c'est vrai quelque part, parce que tout le monde dissident chez les résistants parle des bobos. J'ai dit, si je veux parler avec quelqu'un d'autre de cette situation, de cette sociologie, bah, je vais dire aussi bobo. Mais je suis d'accord avec vous, c'est pas, enfin avec toi, c'est pas merveilleux, et c'est pas, pour moi, c'est plutôt une résignation. Je dirais qu'au niveau communication, il ne faut pas se couper des bourgeois. Ben bobo, c'est bourgeois bohème, voilà. Oui, ça c'est 68. Mais effectivement, il faut peut-être éviter pour qu'ils viennent nous rejoindre. Voilà. Alors, on va laisser parler JR, pardon. Je trouve que c'est très bien comme précision de dire écolo-bobo, parce que chez les écolos, il y a des gens, c'est très varié, il y a des gens très purs, il y a des gens qui n'ont pas l'eau, l'électricité chez eux, on est connu un. Les Amish. Et il y a des bobos qui sont des imposteurs, qui sont la caricature des écolos. Donc écolo-bobo, c'est très bien de dénoncer, ça remet chacun à sa place. C'est une certaine catégorie, c'est vrai. Là encore. Parce que ce que je veux dire, c'est que je partage, enfin moi j'ai tendance à effectivement être agacé par les bobos. Hein. Donc, mais l'objectif à la fin de ce déroulé de syllogisme, c'est de montrer que c'est pas si positif que ça. Donc je pense qu'il faudrait commencer par l'assertion qui est positive universellement. Or, si on met écolo-bobo, les écolos qui se sentent concernés, comme il y a quelque chose de péjoratif dans bobo, la première réaction c'est de se braquer, en se disant en soi, l'assertion de départ et comporte un jugement de valeur. Et du coup, il ferme les écoutilles et puis il n'écoute pas la suite du... C'est presque une insulte. Si je faisais mon autocritique, je dirais que moi, naturellement, déjà, bobo, pour moi, c'est une abréviation, j'aime pas trop parce que c'est une... Je pourrais développer simplement à dire ce que ça signifie pour tout le monde, effectivement, c'est bohème, bourgeois bohème. À l'origine, c'est ça. Et c'est vrai qu'à force de faire de l'approximation et de l'abréviation, on perd une partie du sens initial. Maintenant, l'ajustement écolo-bobo, bon, évidemment, c'est aussi une catégorie bien spécifique. Bon. Ça se discute. Tu gardes ou tu gardes pas C'est bobo, moi, qui me dérange. On procède au vote, s'il vous plaît. En fait, bobo, je l'ai fait par commodité, parce que ça résonne. Comment les appeler, alors hein? C'est Henri Guillemin que je... Ah, ça, j'aime beaucoup. On va le faire, j'espère que je l'ai dans le bon sens. Voilà. En fait, vous voyez, on va faire une navigation qui peut partir soit d'une image, moi, qui m'a frappé, et j'en fais un syllogisme. Je vais le faire de temps en temps, je vais naviguer en faisant le contraire. Je vais montrer un syllogisme et dire la source. En fait, la source est le résultat. La politique est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde. Phrase de Paul Valéry. Alors franchement, quand on voit ça, et qu'on est un peu dans notre dynamique, et qu'on est un peu critique, on s'est dit, mais oui, Paul Valéry, il a quand même vu pas mal de choses avant nous tous. Il n'a pas attendu le Covid et 2020 pour sortir cette phrase. Et bon, j'ai fait, et c'est pareil, vous serez invité à me proposer éventuellement, au-delà de cette conférence, des syllogismes qui vous inspirent. Moi, je parle toujours de ce qui devrait être une normalité, et je le fais exprès pour asseoir un côté un peu provocateur, c'est-à-dire de dire normalement la situation devrait être celle-là, et elle n'est pas celle-là. La vie d'une nation concerne les citoyens, c'est un peu le strict minimum.
Dans un État totalitaire, vous voyez, j'apprécie plus ce terme-là que la tyrannie. Dans un État totalitaire, les citoyens ne sont pas associés aux décisions qui déterminent la vie de leur nation. Donc, dans un État totalitaire, les citoyens ne peuvent pas se mêler de ceux qui les regardent. Bon, on va peut-être changer un peu de thématique. Je surveille un peu là-bas. Alors, sur le wokisme, j'en ai aussi quelques-unes. Maintenant, si vous avez, dans ces thèmes-là... Oui, pardon, vas-y. Juste une parenthèse, vraiment, par rapport aux mines de cobalt, malheureusement, on est tous plus ou moins complices passivement, parce que nos portables sont aussi faits à partir de ces raisons, hélas, et on ne revendique pas forcément sur consommer avec les voitures électriques, etc. Et à ma connaissance, je pense que c'est peut-être une entreprise qui mérite qu'on s'y intéresse, parce qu'à ma connaissance, c'est la seule jusqu'à présent. Il existe une entreprise qui fabrique des portables qui s'appelle Fairphone, malheureusement elle est hollandaise. Moi j'aimerais bien qu'il existe une entreprise française qui revendique une démarche relativement éthique. Bon, sur le plan écologique c'est peut-être discutable, mais revendique de construire des portables sans exploitation infantile. C'est la seule marque de portable à ma connaissance qui existe aujourd'hui. C'est des Pays-Bas? C'est une marque hollandaise qui s'appelle. D'accord. Redites la marque. Fairphone. F-A-I-R Phone, attaché. Elle est présente dans certains magasins techniques. Donc si vous avez des portables que vous pouvez plus utiliser et que vous êtes dans la nécessité d'en racheter un, peut-être qu'il vous... On peut penser à Fairphone. Verser quelque chose, voilà, pour être un peu moins complice de cette barbarie. Oui, bien sûr. Merci. F-A-I-R Phone. C'est pas la solution miracle. Alors, effectivement, bon là on va partir du syllogisme et on va passer la fiche après. Bon, on le fait comme ça dans les deux sens. Bon, en introduction, toute nation et toute civilisation se perpétue par l'existence des familles grâce à la perpétuation des naissances et d'un taux de natalité conséquent. J'ai rien dit de scandaleux, je crois. Or, l'hétérosexualité comme mode social général et majoritaire permet de maintenir ce renouvellement des générations. Donc, si on encourage l'inverse, l'encouragement à l'homosexualité, au LGBTisme et au wokisme cumulés comme mode social général et majoritaire, ne permet pas d'assurer le renouvellement des générations et la perpétuation des nations, mais l'extinction des peuples et des civilisations. Moi, j'en suis toujours sur le raisonnement par l'absurde. Mais je crois qu'il y a un contre... Non, je ne suis pas du tout d'accord, parce qu'en fait, la GPA, c'est le modèle familial cellulaire père-mère, qui effectivement est attaqué, mais la reproduction, la natalité, elle n'est pas attaquée. Simplement, il y a d'autres schémas. Voilà, les mères porteuses, qui font que une mère porteuse, une famille peut avoir, ou un individu peut avoir 2, 3, 4 enfants. C'est... viennent remplacer la nature. Oui, c'est un débat, voilà. Après, il y a quand même une dislocation de la chaîne culturelle traditionnelle. Quand on remet, on délègue l'éducation, enfin, ou le port, non, c'est même pas l'éducation, c'est simplement la fécondation à une personne étrangère au sens autre. C'est déjà un maillon de discordance dans la structuration sociale. Bon, après, on pourrait en faire un débat. Et j'ajoute que dans une région que je connais bien, parce que j'ai vu ça sur plusieurs générations, c'était des familles biparentales, le plus classique possible, qui n'avaient strictement qu'un enfant de génération en génération, pour ne surtout pas fractionner le petit patrimoine. Donc il y avait une chute, un amortissement de la natalité totale. Peut-être que le schéma moderne, ou qui permettrait de remonter des taux. Ça, je sais pas. Alors là c'est vraiment un débat. Là, oui, bah oui, non, mais c'est attaqué dans le sens tant que c'est argumenté et que c'est pas. Le wokisme est une aberration mentale extraordinaire. Ça fait partie des manipulations de ceux qui nous veulent du bien. Voilà. Et c'est accordé une toute le wokisme est inacceptable sous quelque raison que ce soit. Moi, quand je vois dans le wokisme un père et une mère, parent 1, parent 2, qui sont tous les deux hommes, là, je suis plus que scandalisé. Mais je suis d'accord avec toi. Mais Marc, je pense que on est là pour apprendre à débattre avec des gens qui ne sont pas de notre avis. Oui. Donc ce que tu dis, c'est intéressant. Parce qu'effectivement, là, je pense que dans la salle, en général, on n'est pas pour le wokisme. Mais effectivement, tu fais valoir des arguments qui montrent qu'un couple, alors homme-femme ou homme-homme, enfin peu importe, qui n'arrive physiologiquement pas à avoir d'enfants, oui. La GPA permet de le faire. Donc ça contribue à décrire comme positif
Non, un des enfant, ces techniques non naturelles. Oui, mais alors moi je dirais tout de suite... On pourrait être porté à croire qu'effectivement c'est un facteur qui va monter la natalité. On ne se met pas à la place de l'enfant. Mais effectivement, la conclusion ne fait pas à l'audience. Là, on veut... Les adultes aujourd'hui qui ont ce profil, qui sont nés de cette façon-là. Il faut les écouter. Et on peut surtout jamais les enfants. Et on peut surtout pas évacuer, à mon avis, une autre dimension qui est la dimension consumériste. La GPA, la PMA, c'est bien souvent des opportunités saisies par des femmes qui veulent chercher un revenu en portant l'enfant de quelqu'un d'autre. Donc on rentre dans un système assez vicié quand même. Parce qu'on apprend ici, nous si on est ici, c'est pas pour cultiver l'entre-nous, c'est parce qu'on a quand même l'ambition à aller voir les gens extérieurs. C'est bien pour ça qu'on a vu des... c'est parce qu'on veut sortir de l'entre-soi, on veut interpeller les passants, etc. Donc il faut que, enfin c'est ce que je comprends de l'intérêt de la conférence, oui, mais c'est ça. Doter d'outils pour être capable de contredire ce qui est en vert et pour montrer qu'en fait on est dans le rouge. Par exemple. Voilà. Donc on se rend compte que c'est pas assez solide des enfants. En fait, cette technique, comme plein d'autres techniques, c'est très bien. Le problème, c'est en fait toute la dérive et maintenant en fait la fabrication des humains de façon technocratique, c'est justement le but, si on suit en fait le plan, c'est que les humains ne se reproduisent plus naturellement. C'est-à-dire parce que en fait, pour faire en fait, parce que en tant qu'on est des humains, chacun on accepte notre singularité, notre subjectivité, notre différence. Et ça, ce n'est pas tout le but. Le but, c'est qu'on fasse des blocs pareils en fonction de ce qu'on a besoin. Et donc, du coup, c'est comme ça. Mais oui, on arrive... Il n'y a pas de pourquoi on arrive au paroxysme du progressisme, c'est-à-dire l'homme qui se passe de religion, l'homme qui se passe de Dieu et l'homme qui devient maître aussi de la vie. En fait. C'est ce que j'appelle le projet de dissociété. Oui, de dislocation, de dissociété. Et d'ailleurs, j'en ai... Sur le wokisme, on pourrait essayer. Alors évidemment, ça, voilà, on rentre un peu dans le dur, ça peut choquer et c'est ouvert au débat. Mais moi, je suis tombé sur cette affiche, un message clé, message punchy sur les réseaux sociaux. Après, ça ouvre au débat. Il ne s'agit pas, tout le monde ne va pas sortir d'ici en étant 100% d'accord. Hein, c'est pas le but. Mais le wokisme est un moyen de légitimer toutes les perversions au nom de la tolérance. Moi, je suis désolé, je regarde tous les axes de la société qui convergent, notamment quand on s'intéresse à la communauté la plus fragile de la société, les enfants, quand tu vois qu'ils sont attaqués aussi bien sur le domaine de l'éducation scolaire, avec la pédocriminalité, avec l'éducation immédiate à la sexualité en priorité aux fonctions fondamentales du calcul, de écrire, lire et compter, et toutes sortes de dérives qui permettent en fait pour moi d'être simplement un bassin ou des cobayes pour les futurs prédateurs et pédocriminels. C'est les conditionner à servir. Donc voilà, moi j'affiche ma position. Maintenant, si vous en avez une autre, on vous écoute. Ça favorise le consentement. Projet de destruction. Hein. Projet du mondialisme. Bon. Alors moi je l'ai traduit cette affiche avec ce syllogisme-là. Le wokisme en appelle à notre tolérance pour nous faire accepter certaines de ses pratiques. Jusque-là, c'est pas incendiaire comme première affirmation. Certaines pratiques du wokisme sont de l'ordre de la perversion et du contre-nature. À moins que rien ne vous choque, quand vous voyez des défilés de wokistes en cheveux bleus, habillés dans toutes les... des inventions qui en fait détruisent tous nos repères de traditionnalité, de culture. C'est une propagande destructrice. C'est destructeur. Il n'y a qu'à regarder la mode, l'évolution de la mode. C'est pantalon, les fesses. Moi, je me souviens au tout début de cette ère qui s'est développée, une petite séquence, mais vous en avez tous chacun d'autres à l'esprit. C'est sur un plateau TV quand
un type était, je sais pas, il était à la fois habillé femme, il avait une barbe, et l'interlocuteur, le journaliste, lui dit bon, bonsoir monsieur, il s'est offensé, mais comment monsieur, comment pouvez-vous savoir? Enfin, il était scandalisé. Bon, si vous voulez, s'il n'y a pas une scission sociétale à ce niveau-là qui va engendrer des fractures invraisemblables, bon, bah, il faut quand même attaquer un peu le problème à la racine, quoi. Moi, c'est quelque chose qui me choque personnellement. Mais en fait, vous avez la vu perte la prof de d'identité. gym à Sciences Po qui avait été virée parce qu'elle avait dit les hommes, enfin les filles d'un côté, les garçons Tout à de l'autre. fait. Ah oui. Il faut danser, je dis, on n'imagine pas de danser une valse viennoise avec qui a poussé plein parce que il y a des conventions. Voilà. Ça n'a rien C'est à... dingue. Oui, mais ça c'est le... Enfin, le problème, c'est que la minorité peut s'imposer en tant C'est ça, que c'est majorité. une minorité. Et Voilà. en fait, c'est ça, il y a une sorte de ça, le danger. renversement dans ces mouvements. Tout à fait. Parce que c'est ça. Avant de passer à une autre thématique, parce qu'on va peut-être pas trop se focaliser sur le wokisme, peut-être une petite récré 2, bon là c'est parce que vous avez tous pris des Doliprane, mais c'est du même type, et c'est bon de savoir les contredire et les contrecarrer. Plus il y a de gruyère, plus il y a de trous. En fait, vous prenez un morceau de gruyère, en fait, plus il y a de gruyère, plus il va y avoir de trous, tout le monde est d'accord. Plus c'est cher. Oui, alors après on peut le raccorder à la première, mais ça va devenir un peu compliqué. Et plus il y a de trous, vous avez un morceau de gruyère fini. Ben, si vous l'observez, plus il y a de trous, moins il y a de gruyère, dans un morceau de gruyère fini. Oui. Donc en fait, on a la conclusion, on est bien d'accord, plus il y a de gruyère, moins il y a de gruyère. Bon, c'est une question de prédicat. Alors il y a des explications à ça, hein. Après il faut regarder plus finement le périmètre, le prédicat. Ça s'explique quand même, mais voilà, on peut tomber... Quand t'achètes, c'est le volume ou c'est le poids? Alors attention, la masse, oui, le ρ égale m sur v. Hein. Ah, c'est le kilo plume. Et le poids égale mg, p égale mg. Et sur la planète Lune, c'est moins cher. Et puis la gravitation est plus petite, 1,6 fois plus faible que sur la Terre. Bon, enfin c'est un peu hors sujet, mais... Ça n'a pas le même sens en fait, parce que dans le premier, le gruyère c'est en tant qu'ensemble. Exactement. On inclut les trous. Et dans le deuxième, c'est la matière fromagère en fait. Oui, quand on regarde de plus près, il y a l'aspect suivant l'entité qu'on considère au départ. Je pas de t'avoir là. Bon, allez, je crois qu'avant d'attaquer les autres thématiques qui vont faire objet de débats bien serrés, bien chauds, on peut peut-être... Ça, c'était ce que j'ai appelé pour me divertir un peu, parce que c'est quand même du dur et du sérieux. C'est ce que j'ai appelé ce syllogisme paradoxal. Comment je l'ai appelé? Je me souviens plus, il faudrait que je regarde. Le syllogisme paradoxal uppercut géoplanétaire. Le président Emmanuel Macron, lors d'une visite officielle au Vietnam en mai 2025, juste avant de sortir de l'avion, se prend une rouste de la première dame de France. Donc on va mettre une transition. Or, la scène est aussitôt relayée dans le monde entier, uniquement grâce à la présence d'une TV américaine. Si elle n'était pas là, je pense qu'on n'aurait jamais rien su de tout ça. Nos médias mainstream, toujours le doigt sur la couture du pantalon, désignent aussitôt les Russes comme responsables d'une fake news. Comme leur énième supercherie, cette fois, était un peu trop gros et vraiment un peu trop énorme, Macron est obligé de monter au créneau. On était en train de se chamailler avec ma femme. Les gens sont devenus ma boule. Juste une petite dispute, quoi. Et évidemment, la conclusion, on aurait pu faire celle-là comme une autre. On savait Jean-Michel un peu gauche dans sa démarche, il est toujours un peu raide, mais on était loin de s'imaginer qu'il avait une si bonne droite. Bravo. Puis surtout en arrivant dans un pays étranger, franchement. Oui, là, on est encore un peu plus ridiculisé sur la scène internationale. Toute crédibilité. Ce sera plus facile à virer. Ça devrait être facile. Tellement il avait Les médias mainstream. Si quelqu'un a envie d'un thème particulier dans tout ça, parce qu'en fait, on va bientôt passer à la deuxième partie. De masse, c'est ce que j'aimerais comprendre. Oui, alors j'en ai mis un seul, j'ai un peu du mal à le qualifier, mais finalement, ouais, c'est assez amusant. Maintenant, je me souviens quelle est l'image choc que j'ai vue au départ. Quand même, hein. Moi, j'ai un ami, j'ai essayé de comprendre, et il m'a parlé de mais moi, c'est un problème d'obéissance, en fait. Ah oui, bah, j'en ai aussi là-dessus. J'ai fait obéissance-résistance, hein, j'en ai quelques-uns là-dessus. Bon. Si tu veux bien. Bah oui, donc, alors en fait, docilité de masse, ça a été un peu, voilà, alors à partir de quoi j'ai fait ça?
Bah oui, et effectivement, mets ton masque, enlève ton masque, remets ton masque. On était un peu comme ça dans la situation 2021. Assis couché debout. Beaucoup de gens, oui. Donne la papate. Ça, vous avez pu voir. Et puis lèche la télé. Enfin, vous avez vu aussi, celui-là, il a pas mal circulé aussi sur les réseaux sociaux. C'est vraiment la même chose. Hein. Ils l'ont dit à la télé, quoi. Oui, c'est dit à la télé. Non, un schéma comme ça, je trouve que la puissance de ces schémas, j'en fais des présélections, moi, mais je trouve que là, si vous voulez, on pourrait faire un article de 5 pages. Mais en réalité, vous avez tout. Vous avez la chaîne, vous avez la télé, vous avez le gars qui est couché, on sent qu'il n'y a aucune réflexion, aucune pensée. Non, et le masque. J'ai cru voir quelque chose, mais c'était Macron, là, non? La plume. Bon, enfin... Soyons... Voilà, moi, j'en ai fait... alors, c'est un peu plus long, donc on n'est pas obligé de passer dessus. Bon. Le port du masque a été imposé comme une condition nécessaire à l'éradication d'une pandémie appelée Covid. Là, on fait un peu un petit article, quoi. Covid, appuyé par cette escroquerie bien orchestrée par les relais de propagande, tous vaccinés, tous protégés. J'en ai un autre là-dessus, je ne vais pas le louper parce qu'il y a des schémas très très puissants. Quand je veux dire très très puissants, je reviens un peu à la question de tout début, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas trop à se pencher sur aller chercher l'information, faire acte de curiosité, faire acte d'éveil. Eh bien, quand ils prennent un schéma comme ça dans la figure, ils sont obligés, il y a quand même des neurones qui doivent un peu disjoncter. Il doit se passer quelque chose. Il a été vendu comme un outil indispensable pour se libérer du Covid. Or, ce masque a été démontré non seulement inutile et impuissant, mais a provoqué de multiples problèmes respiratoires. Les sujets respirant en boucle leur propre gaz carbonique rejeté, sans parler du caractère anxiogène de la fermeture sociale aux autres. Oui. Et on est bien comme ça parce que... Mais surtout pour les jeunes enfants. Et surtout pour les jeunes enfants, c'est une catastrophe. Hein. Privé de visage en plus, c'est bien. C'est Zéro contact par les ATSEM, interdiction de contact pour les maternelles. Oui, c'est pas revenu. La maternelle, les tout petits. Zéro contact. T'avais un gros chagrin, tant pis. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est pas. Je voulais m'assurer que c'était pas revenu dans l'actualité. Ça pourrait revenir. Bien sûr que ça descend, ça. Oui, ben là, je pense qu'on a une certaine unanimité ici aussi. Il y a plein de symptômes aussi, ne serait-ce que ne pas pouvoir voir le visage de sa maîtresse, d'être complètement coupé du monde en fait. Hein, donc, et sa mère, bon. Le port du masque obligatoire, au contraire d'un outil de libération. On va reprendre parce qu'il y a encore pas mal de choses et on arrive presque à 9h. C'est éradication, pas irradication. Merci. J'ai écrit quoi? J'ai écrit éradication. Ah oui, merci. J'ai vérifié 3 fois. Je corrige. Non, mais t'excuses pas. Moi, je fais des erreurs et j'aime bien qu'on les corrige. Merci. Le port du masque de libération. C'est avéré en fait un premier test d'esclavage collectif pour mesurer le degré de docilité et d'obéissance des masses et une première complicité volontaire des gouvernants pour un programme de dépopulation. Tout à fait. Je dirais merci les Gilets jaunes. C'est peut-être pas le sujet. C'est pas vraiment le sujet, mais je pense qu'ils ont fait partie des premiers combattants. Alors ils étaient peut-être pas, à mon avis, comme les premières réunions sur les carrefours, c'était plus le vrai problème numéro 1, le coût de l'essence, le coût de la vie. Mais certains se sont raccordés sur ces sujets, bien sûr. Alors, j'étais à dire qu'effectivement sur... Docilité de masse, c'est fait. Docilité, mobilisation, non, docilité de masse, on l'a fait, oui. Obéissance, résistance, oui. Obéissance, résistance, bon ben voilà, ça c'est, tiens, en plein gilet jaune, là c'est une photo qui a été prise dans une manif gilet jaune. Ça c'est des affiches que j'ai souvent vues circuler, et elle est très forte, le message qui est là, c'est en fait, l'obéissance c'est quoi? Faire ce qu'on nous dit, peu importe ce qui est juste. La résistance, c'est faire ce qui est juste, peu importe ce qu'on nous dit. Voilà. Ça, je vais la donner. Et là encore, personnellement, pour l'impact immédiat, et vu qu'on a tous un temps limité, vous avez des joyauderies qui font des articles de 2 pages pour vous dire ça, quoi. Bon, ceci dit, il y a la qualité littéraire, tout ça, ça peut revenir c'est autre chose. Mais là, on est vraiment
réhabiliter le bon sens, le logos, et réagir aux anomalies, aux escroqueries intellectuelles. Franchement, c'est ça pour moi le but de cet outil. Le mot logos, je n'arrive pas à le comprendre malgré mes recherches. Le logos, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une partie de notre fonctionnement qui permet de réagir logiquement quand on pense qu'il y a quelque chose qui défie la logique, quelque chose qui nous perturbe parce que c'est illogique. Non, c'est la logique. C'est vraiment plutôt sur la logique. Du mot logique. Alors, si on regarde... Alors, très bien, je vais essayer... je reviendrai là-dessus. Je vais essayer de te répondre mieux avec une réponse qui ne soit pas la mienne, qui soit plutôt celle de... Alors, on va dire sa biographie. Là, le syllogisme, on va peut-être parler du logos. Voilà, le logos est défini ici comme le discours. Voilà, c'est ce que j'avais aussi retenu. C'est-à-dire que le logos, c'est évidemment avec la même racine que logique, mais effectivement, il y avait cet entendement-là aussi au début, en termes de discours. C'est ça qui me faisait que je ne comprenais pas. Et tu vois, ça veut dire que tu es vraiment enraciné avec les millénaires qui sont en dessous de nous. Quoi. Et oui, pour moi, ça me parle plus comme terme, ça me fait rebondir en termes de la force prépondérante, je dirais, la logique. Il y a tous ces sens. Dans la langue grecque, il y a tous les sens, comme ça. C'est ça en fait. Ces mots-là sont porteurs de plusieurs sens, donc c'est un peu difficile de les appréhender. Et c'est vrai qu'à la fin, par facilité, on finit par appréhender une composante plutôt qu'une autre. Moi, j'ai pris la composante logique et toi, discours ou autre. Donc, pour la thématique, oui, j'aurais vraiment voulu en trouver une, j'espère qu'elle est là. C'est-à-dire que là, il y a une magnifique photo, je voudrais la trouver, c'est pas encore celle-là. Ah, c'est pas celle-là, j'aimerais tellement la trouver. Oui, alors évidemment, il y a ça va un peu dans la même ligne. Vous croyez qu'en obéissant, ça va s'arrêter, alors que c'est parce que vous obéissez que ça continue. C'était quoi ça déjà C'est les Shadocks. Les Shadocks, ça c'était mon adolescence. Et j'en ai fait ce syllogisme, encore une fois, il existe. Vous auriez tous fait un autre syllogisme. Les gens croient que c'est en obéissant que ça va s'arrêter. J'ai quasiment calqué l'affiche. Or, c'est en obéissant que ça continue. Donc, il faut désobéir à ce qui est illégitime et va à l'encontre de la vie. Bon, ça, c'est un peu une extrapolation, je reconnais. Décrire l'affiche, c'est vraiment une improvisation, mais elle est tellement simple. Vous avez une affiche avec deux panneaux, toujours essayer de mettre en évidence une énorme contradiction. Et on voit, effectivement, ça va plaire à Marc, puisqu'on voit une partie supérieure de l'affiche avec une manifestation de gilets jaunes, où il y a 5 ou 6 gilets jaunes devant une grande bâtisse, un monument parisien, je ne sais plus lequel. C'est dans la partie supérieure, une dizaine maximum. Et dans la partie inférieure, vous avez un défilé suite à un match de foot. C'est les Champs-Élysées, des dizaines de milliers, voilà. Et ça donne un aperçu, en fait, de comment on cristallise les foules. Je pense que ça doit être dans la docilité de masse, mais on ne l'a pas trouvé là. Mais voilà, c'était un accent mis sur aussi la mobilisation, en fait. C'est peut-être ça que j'ai fait. Ce sont les jeux du cirque. Hein. Voilà, c'est ça. Mobilisation. J'ai retrouvé le mot en refaisant la logique. Pour nos droits... Ah bah voilà, il y a... Et pourquoi Ah ouais. Ah bah je me vois là, je me vois. Ah, voilà. Pour nos droits, pour du foot, voilà. En fait, c'est un peu là. Ça peut être pas mal pour... C'est énorme. Voilà. Bon, bah en fait, on arrive vraiment à cette deuxième partie. Cette deuxième partie, je vais y aller. La distraction. C'est ça, ben c'est toujours du pain et des jeux. Ça n'a pas... deuxième partie, je voudrais aller tout à la fin. Voilà. En fait, l'idée, moi, derrière ça, c'est qu'effectivement, si ceux que ça intéresse, ceux qui sont motivés pour ça, d'ailleurs, déjà, moi, je peux constituer une base de syllogismes paradoxaux. Soit, la façon la plus simple, ceux qui ne veulent pas trop s'impliquer là-dedans, c'est d'envoyer simplement des images. Moi, j'en fais un syllogisme. Ou de tenter d'écrire un petit syllogisme. C'est un petit exercice qui est pas désagréable. Et donc, on peut constituer comme ça des bases de syllogismes paradoxaux, ou bien des thématiques. Et je peux centraliser, moi, ces syllogismes et les ventiler suivant des catégories spécifiques. Ou bien, ça peut aller plus loin, donc c'est des créations d'ateliers thématiques. Et pour aller encore plus loin, c'est des créations d'ateliers de personnes qui veulent réfléchir à une constitution. Moi, j'ai pris en exemple, dans la partie C,
la création d'ateliers thématiques en vue d'étendre le travail à une base de réflexion juridique et constitutionnelle. Parce qu'en fait, quand même, le but ultime, pour moi, il est là. Et il y avait eu 2 excellentes initiatives que j'ai... Alors, il y a eu d'abord Étienne Chouard dans les années 2000 qui a vraiment essayé de constituer un gros travail. Moi, j'avoue que personnellement, je suis un petit peu déçu qu'il a fait tellement d'avancées, et c'est remarquable d'avoir eu cette idée et de vouloir faire participer les citoyens à la création de la Constitution. Simplement, quand je vois sur des, comment dirais-je, sur des plateaux plutôt de télé alternative, où on lui demande un peu où ça en est, mais en fait, j'ai l'impression que c'est au même point qu'il y a 10 ans, quoi. C'est-à-dire que ça n'a plus évolué. Alors, est-ce que c'est ces ateliers qui ont cessé d'exister, qui ont cessé d'être mobilisés? J'en sais rien. Ensuite, plus récemment, il y a eu l'apparition, et c'est intéressant parce qu'il joue un peu à un espèce de binôme. Alors, pour caricaturer droite-gauche, on va dire Étienne Chouard plutôt à gauche, Valérie Bugeaud plutôt à droite, la droite catholique conservatrice, Étienne Chouard, gauche... ancien. Bon, je ne voudrais pas me trop prononcer, je ne sais pas assez. Mais en vérité, ils ont chacun proposé un système juridique, un système de constitution. Valérie Bugeaud, elle a carrément fait un site dont j'ai oublié le nom. Révolu droit, merci, voilà. C'est ça. Et donc, c'est des gens qui réfléchissent vraiment à installer d'autres perspectives, d'autres possibilités. Et moi, à un moment donné, je les ai contactés individuellement, mais ce n'est pas assez avancé en l'état. Je dirais qu'il faudrait y avoir vraiment une famille de syllogismes, des thèmes bien précis pour pouvoir installer un débat juridique sur une partie de la Constitution. Voilà, bon. En tout cas, moi, j'essaie simplement d'ouvrir des pistes, si ça parle. Bonne remarque à ma gauche. Oh oui, vas-y, Barbara. Alors ? Je disais la souveraineté de l'individu et du pays. Être vivant que nous sommes. Ah ben oui, ben excellent, mais ça fait un vaste programme générique. Mais derrière, pour le traduire en constitution, il va falloir pas mal de ramifications, quoi. Facile. Personne n'est au-dessus de moi. Ah oui. Ah mais ça, normalement, par un raisonnement par l'absurde, ça tient pas, ça. Oui, chacun fait ce qu'il veut quand il veut. C'est 68. Oui. Interdit d'interdire. Ouais. Je n'obéis qu'aux lois cohérentes. Voilà. Bah écoutez, moi j'ai fini cette conférence. En fait, à partir de là, on peut dire que ça s'arrête là. Merci,